Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire la correction de devoirs à la maison, numéro 1 de la première session. On commence ce devoir par la partie de chimie. Donc, le gaz d'hydrogène a plusieurs utilisations dans l'industrie. On peut le produire au laboratoire par la réaction des acides avec quelques métaux. Cet exercice a le but de suivi temporel de la réaction entre l'acide chlorhydrique avec le métal de zinc par mesure de pression. Voilà les données. Tous les gaz considérés comme des gaz parfaits. Toutes les mesures se font à 25 degrés Celsius. L'équation d'état des gaz parfaits est P fois V égale à N fois R fois T. La masse molaire de zinc M de Zn égale à 65,4 g par mol. On modélise la réaction entre le zinc Zn avec la solution d'acide chlorhydrique par l'équation suivante. Donc Zn plus 2H3O+, cela donne Zn2+, plus H2, le gaz d'hydrogène, plus 2H2O. Pour étudier la cinétique de la réaction, on introduit dans un fiole de volume constant V égale à 1 litre une masse qui est égale à 0,6 g de zinc, puis en ajoutant à l'instant T0 égale à 0 secondes un volume VA égale à 75 ml de la solution de l'acide chlorhydrique. La concentration des ions d'oxonium est égale à 0,4 mol par litre. On mesure à chaque instant T la valeur de la pression P à l'intérieur de la fiole par un manomètre. La première question, établir les couples mis en jeu de la réaction. Donc on a les réactifs dans cette réaction. On a Zn et H3O+. L'oxydant, c'est H3O+. On a toujours les ions d'hydrogène ou bien les ions d'oxonium. Ce sont des oxydants lorsqu'ils réagissent avec des métaux. Ça y est. Et les métaux toujours jouent le rôle des réducteurs. Ça y est. Donc l'oxydant conjugant de Zn, c'est Zn2+. Ça y est. Et H3O+, à le réducteur conjugant H2. Donc les couples mis en jeu sont Zn2+, Zn et H3O+, H2. La deuxième question, calculer les quantités de matière initiale, N initiale de Zn et N initiale de H3O+. Donc on sait que la quantité de matière de Zn, qui est un métal solide, égale à la masse de métal divisé par sa masse molaire. On fait l'application numérique. On a la masse de métal de zinc égale à 0,6 g. La masse molaire égale à 65,4 g par mol. Donc le résultat est que la quantité de matière de Zn initiale égale 9,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Maintenant, on passe à déterminer la quantité de matière initiale de H3O+. Alors, dans l'énoncé, on a le volume de l'acide chlorhydrique et on a aussi la concentration effective des ions d'oxonium qui est égale à 0,4. Donc, on utilise l'expression suivante. Donc, on sait que la quantité de matière de H3O+, égale à la concentration effective de H3O+, fois le volume de l'acide chlorhydrique qui est égal à 75 ml. Et on fait l'application numérique. Dans l'application numérique, on transforme le millilitre en litre, on multiplie par 10 à la puissance moins 3 et on obtient la valeur de la quantité de matière initiale qui est égale à 3,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant la question numéro 3. Établir le tableau descriptif ou bien le tableau d'avancement. Donc on a l'équation de la réaction. Donc voilà le tableau descriptif ou bien le tableau d'avancement. Donc l'équation de réaction. Voilà l'équation de réaction.
Le tableau d'avancement en général contient 4 éléments. On a l'état du système, l'avancement et les quantités de matière de chaque espèce chimique de mélange réactionnel. Donc on a à l'état initial l'avancement égale à 0, la quantité de matière de chaque espèce chimique est comme vous avez vu sur le tableau. Donc pour Zn, nous avons déterminé la quantité de matière qui est égale à 9,2 fois 10 à la puissance moins 3. La quantité de matière des ions d'oxygène, nous avons essayé de déterminer dans la question numéro 2 qui est égale à 3,0 fois 10 à la puissance moins 2. Les produits à la quantité de matière qui est égale à 0. Pourquoi? Parce que la réaction maintenant ne fait pas, ou bien ne commence pas. Donc la quantité de matière égale à 0 à l'instant t égale à 0, ou bien à l'état initial en général. L'eau est en excès, pourquoi? Parce que nous travaillons dans un milieu, ou bien dans une solution aqueuse, c'est-à-dire l'eau toujours en excès parce qu'elle joue le rôle de solvant, ou bien d'un solvant. À l'état intermédiaire, l'avancement de réaction est égal à x. Donc la quantité de matière restante de Zn est 9,2 fois 10 à la puissance moins 3 moins x. Donc voilà, pour les réactifs, on écrit la quantité de matière restante. Ça y est. Pour H3O+, on a 3,0 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x. Pourquoi? Parce qu'il y a 2. Le coefficient de réacteur égale à 2. Donc, fois 2. Ça y est. La quantité de matière de Zn2 plus égale à x. La quantité de matière de H2 égale à x aussi. À l'état final, l'avancement de réaction prend une valeur maximale qui est égale à x max. Donc, dans le tableau d'avancement, on remplace x par x max et on obtient 9,2 fois 10 à la puissance moins 3 moins x. Voilà la quantité de matière restante de Zd à l'état final. Et pour H3O+, 3,0 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x. Et pour les produits, on obtient pour Zn2 plus x max et pour H2 x max aussi. Voilà le tableau descriptif. La question numéro 4, déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal x max. Alors pour cette question, on exploite le tableau d'avancement pour déterminer le réactif limitant et x max, ou bien l'avancement maximal. Donc on propose que Zn est le réactif limitant. Donc si Zn est le réactif limitant, c'est-à-dire la quantité de matière de Zn à l'état final égale à 0. Donc 9,2 fois 10 à la puissance moins 3 moins x max égale à 0. C'est-à-dire x max égale à 9,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Maintenant, on passe à calculer la quantité de matière de l'autre réactif qui est H3O+, à l'état final. Donc, on a, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière à l'état final de H3O+, égale à 3,0 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max. Ça y est. Donc, c'est-à-dire que la quantité de matière à l'état final de H3O+, égale à 3,0 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2 fois 9,2 fois 10 à la puissance moins 3. Donc voilà la quantité de matière, ou bien l'application numérique pour déterminer la quantité de matière de H3O+. Donc on fait le calcul et on obtient que la quantité de matière à l'état final de H3O+, égale à 1,16, bien 1,2, presque égal à 1,2 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc la quantité de matière des ions d'oxygène H3O+ à l'état final est supérieure à 0. C'est donc la proposition est juste. Donc c'est-à-dire que le zinc est le réactif limitant et l'avancement maximal
x max égale à 9,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc voilà pour la question numéro 4. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Donc la question numéro 5, on applique l'équation d'état des gaz parfaite et d'après le tableau d'avancement, montrer que la relation, bien montrer que x égale à x max fois delta P divisé par delta P max. Ça y est. Donc pour déterminer cette expression, bien cette relation entre x max et x, on sait que ou bien en utilisant l'équation des gaz parfaits, on a la pression de gaz produit fois le volume V, ça y est, du milieu, égale à la quantité de matière de H2 du gaz formé fois R fois T. Ça y est. Donc d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière du gaz formé, c'est-à-dire de gaz d'hydrogène, égale à X à l'état intermédiaire, égale aussi à X max à l'état final. Donc, on travaille dans l'état intermédiaire, c'est-à-dire la quantité de matière de gaz d'hydrogène égale à X, d'après le tableau d'avancement, bien sûr. Ça y est. Donc, voilà. Et à l'intérieur de la fiole, on a la pression de la fiole à l'état initial égale à la pression de l'atmosphère, ou bien la pression atmosphérique. Ça y est. Mais au cours du temps, la pression de la fiole augmente, c'est-à-dire se varie. Pourquoi se varie? Il varie parce que la pression de la fiole augmente, c'est-à-dire la pression à l'intérieur de la fiole égale à la pression atmosphérique de l'état initial plus la pression de gaz formé qui est P de H2. Ça y est, c'est-à-dire la pression de H2 égale à P, la pression à l'instant T, moins la pression atmosphérique. Ou P moins P atmosphérique, c'est la variation de la pression à l'intérieur de la fiole. Donc on déduit que par le remplacement des deux expressions, ça y est, de P, de H2, et de la quantité de matière de H2, de la première équation, on obtient que delta P fois V égale à X fois R fois T. Ça y est, c'est-à-dire que X égale à delta P fois V divisé par RT. Et à l'état final, l'avancement prend une valeur maximale qui est X max, et la pression C à l'intérieur de la fiole prend une valeur finale qui est une valeur maximale, parce que la pression à l'intérieur de la fiole augmente au cours du temps. Ça y est. Donc, on obtient que X max égale à delta P max fois le volume V de la fiole qui ne varie pas, divisé par R fois T. Ça y est. Maintenant, lorsqu'on divise X par X max, on obtient que X divisé par X max égale à delta P fois V divisé par RT divisé par delta P max fois V divisé par RT. On simplifie par V les deux côtés. On simplifie aussi par R fois T et on obtient que X divisé par X max égale delta P sur delta P max. Ça y est. Alors pour déterminer X, on multiplie ici par X max et ici par X max. On simplifie par X max de ce côté, on obtient X de T égale à delta P sur delta P max fois X max. Donc voilà l'expression. Maintenant, on passe à la question numéro 6. Dans la question numéro 6, le but est de déterminer la vitesse volumique de la réaction, c'est-à-dire la vitesse de réaction. Alors, la première question, 6.1, donner l'expression de la vitesse volumique. Donc, l'expression, nous avons déjà vu dans le cours. Donc, la vitesse à l'instant t volumique égale à 1 sur v fois la dérivée de x par rapport au temps à l'instant t. Ça y est. La deuxième question, trouver leur expression en fonction de delta p sur delta t. Alors, pour déterminer l'expression de la vitesse volumique en fonction de delta p sur delta t, on sait que x égale à delta p sur delta p max fois x max. Et on a par définition
la vitesse volumique égale à 1 sur V fois d de x divisé par d de t à l'instant t. D de x sur d de t égale à la dérivée de cette expression, vous voyez, par rapport au temps. On a x max constante, on a aussi delta p max constante. Donc, le variable, c'est delta p. Donc, on obtient que x max divisé par p, delta p max fois d de delta p divisé par d de t. Donc, voilà l'expression de d de x divisé par d de t. Alors, donc, on remplace d de x sur d de t par son expression de la question 6.1. Et on obtient que v de t égale à 1 sur v fois x max divisé par delta p max fois d de delta p divisé par d de t à l'instant t. Donc voilà l'expression de la vitesse en fonction de la dérivée de delta p par rapport au temps. Donc la question maintenant numéro 6.3. Déterminer la valeur de la vitesse à l'instant t égale à 70 minutes. Alors pour déterminer la vitesse à l'instant t, il faut établir la tangente de la courbe à l'instant t égale à 70 minutes. Donc à l'instant t égale à 70 minutes, on a déjà, la tangente est déjà établie. Ça y est. Donc maintenant, pour déterminer la vitesse, la première partie, on détermine d de delta p sur d de t à l'instant t qui est égal à 70 minutes. Donc c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe à l'instant t égale à 70 minutes. Ça y est. Donc voilà. On prend par exemple deux valeurs. Ça y est. Donc par exemple, on prend cette valeur qui est égale à 740. Donc cette valeur correspond à la durée qui est égale à 110 minutes. Ça y est. Et on prend cette valeur, c'est-à-dire delta P2, ou bien delta P1, pardon, qui est égale à 200 hectopascal, et correspond à la valeur de T qui est égale à 0. Donc on fait l'application numérique, on obtient que D de delta P sur D de T à l'instant T qui est égal à 70 minutes égale à 740 moins 200 divisé par 110 moins 0 et qui est égal à 4,91 hectopascal par minute. Donc voilà l'unité. Ça y est. Alors, la valeur de delta P max égale à 740 hectopascal. La valeur de x max est déjà déterminée, qui est égale à 9,2 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Le volume de la fiole égale à 1 litre. Donc, on fait l'application numérique maintenant dans l'expression déterminée dans la question numéro 6.2. Et on obtient que la vitesse volumique égale à 1 divisé par 1, la valeur de volume, fois 9,2 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par 740 fois 4,91. Et on obtient la valeur de la vitesse volumique qui est égale à 6,1 fois 10 à la puissance moins 1 mol fois le litre moins 1 fois le minute moins 1. Ça y est. Donc maintenant, on passe à la question numéro 7. Définir le temps de demi-réaction. Donc d'après le cours, le temps de demi-réaction, c'est la durée de l'avancement de la réaction prend la moitié de l'avancement final. C'est-à-dire, x à l'instant t 1 demi égale à x max divisé par 2. Ou bien x final divisé par 2 en général. Donc voilà la définition. Maintenant, la question numéro 7.2. Établir la valeur du temps de demi-réaction t 1 demi. Donc pour déterminer le temps de demi-réaction, on a l'expression de x à l'instant t 1 demi égale à x max divisé par 2 égale aussi à x max fois delta p à l'instant t 1 demi divisé par delta p max. On réduit par x max et on obtient que delta t, ou bien delta p pardon, à l'instant t 1 demi égale à delta p max divisé par 2. Donc, delta P max égale à 740, 740 hectopascal. Donc, divisé par 2, on obtient que delta P à l'instant t 1 demi égale à 370 hectopascal.
Donc voilà la valeur de 370 hectopascal. Donc on détermine le point d'intersection de cette tangente, ou bien de l'horizontale passant par cette valeur et la courbe, et on fait la projection sur l'axe des abscisses, ou bien l'axe du temps, et on peut déterminer maintenant la valeur de t1,5 qui est égale à 45, presque égale à 45 minutes. Donc voilà la valeur de t1,5, le temps de demi-réaction. La physique. Donc, la physique est composée de 10 exercices. Le premier exercice, on utilise la propagation d'une onde sonore le long du fil. Voilà. À l'ère du téléphone portable, il est encore possible de communiquer avec un système bien plus archaïque. L'onde sonore produite par le premier interlocuteur fait vibrer le fond du pot du yaourt. Le mouvement de va-et-vient de celui-ci, imperceptible à l'œil, crée une perturbation qui se propage le long du fil. Cette perturbation fait vibrer le fond du second pot du yaourt et l'énergie véhiculée par le fil peut être ainsi restituée sous la forme d'une onde sonore perceptible par un second protagoniste. Donc voilà les données. La célérité du son de l'air à la température qui est égale à 25 degrés Celsius égale à 340 mètres par seconde. Maintenant, cet exercice est composé de 2 parties, ou bien 3 parties. On commence par la première partie. Identifie la chaîne des différents milieux de propagation des ondes mécaniques au sein du dispositif de la bouche de la personne qui parle à l'oreille de la personne qui écoute. La figure numéro 1. Donc voilà, on a le limiteur, on a le premier pot de yaourt, on a le fil, et on a le deuxième pot de yaourt, et on a le récepteur. Donc voilà la réponse de la question numéro 1. Donc l'onde sonore se propage d'abord dans l'air, après dans le fond du deuxième pot de yaourt, ensuite dans le fil, ensuite dans le fil, et puis dans le fond du deuxième pot de yaourt, et enfin dans l'air. Donc voilà la chaîne de propagation. Maintenant on passe à la deuxième question. Ce fait légèrement élastique peut être modélisé par un ressort aspère non jointif. Les schémas suivants illustrent les conséquences de 2 modes de déformation d'un ressort. L'éclatement d'une extrémité du ressort selon une direction perpendiculaire à l'axe de celui-ci produit une onde de cisaillement, la figure numéro 2. Donc voilà la figure numéro 2. Alors qu'une déformation selon l'axe du ressort produit une onde de compression, la figure numéro 3. La question numéro 2 attribue à chacune des situations représentées sur les figures 2 et 3 les termes d'onde longitudinale et l'onde ou bien d'onde transversale. Justifiez votre réponse. Donc voilà la réponse de la question numéro 2. Alors dans la figure numéro 2, c'est une onde transversale. Pourquoi? Parce que
la direction de propagation, donc voilà la direction de propagation, est perpendiculaire à la direction de vibration. Donc voilà la direction de vibration qui est verticale. Voilà la direction de propagation qui est horizontale. Donc les deux directions sont perpendiculaires. Pour la deuxième figure, l'onde, c'est une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que la direction de perturbation, qui est compression-dilatation, est parallèle à celle de propagation. Donc la propagation se fait la longueur de ressort. Donc voilà la réponse de la question numéro 2. Seul le second mode de déformation, c'est-à-dire la figure numéro 3, c'est-à-dire les longueurs ou bien les ondes longitudinales, correspond au phénomène observé sur le fil du dispositif étudié par la suite. Donc, la deuxième partie, la célérité de l'onde qui se propage le long du fil. Donc, à la température 25 degrés Celsius, on réalise le montage suivant. Donc, la figure numéro 4. Afin de mesurer la célérité des ondes sur le fil du dispositif, deux capteurs reliés en deux points A et B, distants de D égale à 20 mètres sur le fil du pot de Yarrow émetteur E. Les capteurs enregistrent l'amplitude de cette perturbation au cours du temps. Donc voilà la figure numéro 5 maintenant. Donc la première question, à partir de l'enregistrement, c'est-à-dire la figure numéro 5, déterminer avec quel retard temps par rapport au point A, le point B est atteint par le signal. On donne la sensibilité horizontale qui est égale à 5 millisecondes par DEV. Donc le retard temps est égal à 4 DEV fois 5 millisecondes par DEV. Et donc voilà. Voilà le retard temps. Et voilà sa valeur. Donc la valeur de retard temps est égale à 20 millisecondes. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Donnez l'expression de la célérité V de l'onde sur ce fil en fonction de D et temps. Calculez sa valeur. Donc, la relation entre temps et D et la célérité est que V égale à D, la distance entre les deux points A et B, divisé par le retard temporel. Donc, on a la valeur de D qui est égale à 20 mètres et la valeur de temps qui est égale à 20 millisecondes. Donc, on fait l'application numérique. V égale à 20 divisé par 20 fois 10 à la puissance moins 3 pour transformer le milliseconde en seconde. Donc, on obtient que V, la célérité, égale à 1,0 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Bien, mètre fois seconde moins 1 à la puissance moins 1. Voilà. Donc, nous avons déjà vu que la valeur de la célérité de l'air égale à 340 mètres par seconde. C'est dans les données de l'exercice. Et on obtient la célérité dans ce cas, c'est-à-dire dans le fil, égale à 1,0 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Donc la célérité de l'onde, le long de la corde, est supérieure à celle de l'air. Donc voilà la conclusion. Alors maintenant, on passe à la dernière partie de cette question. Quelle propriété justifie ce résultat? Donc, une onde se propage plus rapidement dans un milieu solide que dans un milieu gazeux. Vous savez? Donc, ça dépend l'état physique et ça dépend aussi la densité. Donc, la vitesse de propagation dans les solides est toujours plus grande que celle dans les milieux gazeux. Donc, la vitesse de propagation d'une onde est une propriété du milieu en général. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc, un fil ER de longueur L qui est égal à 50 mètres est assimilé à un ressort de constante de raideur K qui est égal à 20 kg par seconde à la puissance moins 2, ou bien fois seconde à la puissance moins 2, et de masse linéaire nu qui est égal à 1,0 fois 10 à la puissance moins 3 kg par mètre, ou bien fois le mètre moins 1. Dans le cas d'un fil
le produit K fois L est une constante caractéristique du milieu de propagation. Maintenant, la question. Un modèle simple de la célérité V d'une onde de ce type dans ce fil correspond à l'une des expressions suivantes. Donc, on a la première expression V égale à la racine de nu divisé par K fois L. La deuxième expression V égale à K, la racine de K fois L divisé par nu. La troisième expression V égale à K fois L divisé par nu. Donc, la question, retrouver la bonne expression parmi celles proposées en effectuant une analyse dimensionnelle. Donc, par analyse dimensionnelle, déterminer la bonne expression. Donc, on a nu égale à 1,0 fois 10 à la puissance moins 3 kg fois le mètre à la puissance moins 1. Donc, l'unité de la masse dénique égale à le kilogramme fois le mètre moins 1. D'autre part, on a K, c'est-à-dire la constante de Rieder, égale à 20 kg fois seconde à la puissance moins 2. Donc l'unité de K, c'est le kilogramme fois seconde à la puissance moins 2. C'est-à-dire le produit qui est K fois L, ou bien l'unité de K fois L, c'est le kilogramme fois le seconde à la puissance moins 2 fois le mètre. Pourquoi? Parce que L est exprimé en mètres. Donc L égale à 50 mètres. Donc on commence par l'expression numéro 1. Donc on a V égale à la racine de nu divisé par K fois L. C'est-à-dire l'unité de V égale à la racine, ou bien entre parenthèses à la puissance 1 sur 2, de l'unité de nu fois l'unité de quoi? De K fois L à la puissance moins 1. Donc on remplace chaque unité par son expression. Et on obtient que l'unité de V, la vitesse, ou bien la célérité de propagation, égale à la racine de kilogramme fois le mètre moins 1 fois, entre parenthèses, le kilogramme fois seconde à la puissance moins 2 fois le mètre tout à la puissance moins 1. Et on obtient que la célérité, ou bien l'unité de la célérité de propagation, égale à la racine de S à la puissance 2, c'est-à-dire la seconde à la puissance 2, fois le mètre à la puissance moins 2, égale aussi à la seconde fois le mètre à la puissance moins 1. Et la célérité, toujours exprimée en mètres par seconde. Donc cette expression n'est pas retenue. Cette expression, l'expression numéro 1, n'est pas retenue. Maintenant, on passe à l'expression numéro 2. Donc V égale à la racine de K fois L divisé par nu. C'est-à-dire l'unité de la célérité égale à quoi? Égale à l'inverse de celle de l'expression numéro 1, c'est-à-dire le mètre fois seconde à la puissance moins 1. Donc, cette expression, il s'agit de la célérité. Bien, c'est la célérité. Bien, l'expression de la célérité. Donc, l'expression, ou bien la vraie expression de la célérité, c'est V égale à la racine de K fois L divisé par nu. Maintenant, on passe à l'expression numéro 3. Donc, l'expression numéro 3, V égale à K fois L divisé par nu. C'est-à-dire l'unité de la célérité égale à la puissance moins 2 de l'unité de V de la deuxième expression. C'est-à-dire égale à le mètre à la puissance 2 fois le seconde à la puissance moins 2. Et cette expression, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que l'unité de la vitesse, c'est le mètre fois seconde à la puissance moins 1. Donc cette expression n'est pas retenue. On passe maintenant à la question numéro 4. Calculer la célérité de l'onde sur le fil ER. Donc on utilise l'expression numéro 2. Donc on sait que la célérité de propagation V égale à la racine de K fois L divisé par nu. On a d'après l'énoncé L égale à 50, aussi K égale à 20, et nu égale à 1 fois 10 à la puissance moins 3 kg fois le mètre moins 1, bien sûr. Donc V, on fait l'application numérique, égale à la racine de 20
fois seconde divisé par 1 fois 10 à la puissance moins 3. Et on obtient que la valeur de la célérité est égale à 1,0 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Donc ce résultat est homogène à celle de la question que nous avons déjà vue de la partie numéro 1. Alors maintenant on passe à la question numéro 5. Une autre méthode permettant de déterminer la célérité v de l'onde se propageant dans le fil consiste à placer devant le pot de yaourt émetteur un haut-parleur qui émet des ondes sonores sinusoïdales de fréquence FE, c'est-à-dire la fréquence de l'émetteur, ça y est, ou bien des ondes sonores de l'émetteur. Les ondes sinusoïdales qui se propagent dans le fil ont la même fréquence. Lorsque la distance D est égale à 20 mètres, on obtient l'enregistrement de la figure numéro 7. Donc voilà la figure numéro 7. La question numéro 5. Comment peut-on expliquer que l'amplitude du signal au point B soit plus faible que l'amplitude du signal au point A, c'est-à-dire la voie 1. Vous savez? Donc le point A, on a le point A est plus proche de l'émetteur que le point B. Donc voilà l'explication. Donc maintenant on passe à la question 6. À partir de l'enregistrement de la figure 7, déterminer la fréquence de l'onde qui se propage dans le fil. Donc pour déterminer la fréquence, on a d'après la figure, ça y est, on peut déterminer ou bien on peut exploiter cette figure pour déterminer par exemple la période. Donc voilà la période T égale à 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc T égale à 5 divisions fois la sensibilité horizontale qui est égale à 1 milliseconde divisé par div. Et on obtient que T égale à 5 millisecondes, c'est-à-dire 5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Maintenant, on peut déduire la valeur de la fréquence en utilisant cette expression. Donc la fréquence nu égale à 1 divisé par T, ou bien FE, la fréquence FE égale à 1 divisé par T. Ça y est? Donc la fréquence FE égale à 1 divisé par T. Maintenant, on fait l'application numérique, on remplace la période T par sa valeur, qui est égale à 5 fois 10 à la puissance moins 3, et on obtient que la fréquence FE égale à 2 fois 10 à la puissance 2 Hz. Donc voilà la valeur de la fréquence. Alors maintenant, la question numéro 7. Lorsqu'on s'éloigne le point B du point A, on constate que les sinus se retrouvent dans la même configuration pour les valeurs de la distance D égale à 25 mètres et D égale à 30 mètres et D égale à 35 mètres. Ça y est? Donc, lorsque A et B sont en phase, c'est-à-dire la distance entre les deux points égale à le produit ou bien un nombre entier de la longueur d'onde. Donc, en général, la distance entre les deux points D, lorsque le point A et B sont en phase, est D égale à N fois lambda, avec N un nombre entier. Donc on a par exemple 5 fois 5 égale à 25. 5 fois 6 égale à 30 par exemple. 5 fois 7 égale à 35. Donc N de la première distance, bien dans le premier cas, égale à 5, et dans le deuxième cas, égale à 6, et dans le troisième cas, pardon, égale à 7. Et lambda toujours reste constante, égale à 5 mètres. Donc la valeur de lambda égale à 5 mètres. Maintenant, on peut déterminer la valeur de la célérité. Donc la célérité, ou bien l'expression de la célérité, ou bien la relation entre la célérité et la longueur d'onde lambda est que la célérité V égale à la longueur d'onde lambda fois la fréquence nu en général. Égale aussi à lambda divisé par T. Donc V égale à lambda fois FE égale aussi à lambda divisé par T. Donc soit on utilise cette expression, soit on utilise cette expression. Donc c'est la même chose. Donc on a V égale à 5, lambda égale à 5 mètres.
fois la valeur de la fréquence qui est égale à 2 fois 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 200 Hz. Ou bien on peut utiliser C, T qui est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3. C'est la même chose. Donc on obtient que la célérité de propagation V égale à 1 fois 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Donc la célérité de propagation ne change pas. Donc maintenant, jusqu'à maintenant, nous avons vu 3 méthodes pour déterminer la vitesse ou bien la célérité de propagation. Maintenant, on passe à la question 8. La voix est un signal complexe constitué d'ondes sonores de fréquences différentes. À l'écoute des signaux transmis, le fait ne semble pas être un milieu de propagation notamment dispersif. Qu'est-ce qu'un milieu dispersif? Quelle serait la conséquence sur les signaux reçus si le fil qui constitue le dispositif était un milieu de propagation très dispersif? Alors, lorsque la célérité dépend de la fréquence, on dit que le milieu est un milieu dispersif en général. Donc, dans notre cas, si le fil était un milieu dispersif, les ondes de basse fréquence ne se propagent pas à la même célérité que les ondes de haute fréquence. Donc, les signaux correspondant au son aigu de la voix ne parviendraient pas en même temps, ou bien en même seconde, de yaourt. Et en même temps que les signaux correspondant au son. Donc, au son grave. Si le fil était un milieu dispersif, ce téléphone pot de yaourt ne pourrait pas fonctionner. Maintenant, on passe à la question numéro 9. Donc, l'antenne d'un téléphone portable émet ou reçoit des ondes électromagnétiques qui ont les mêmes propriétés que la lumière. Quelle différence fondamentale existe-t-il concernant la propagation des ondes du téléphone au pot de yaourt et celle d'un téléphone portable? Alors, les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, contrairement aux ondes mécaniques qui nécessitent la présence de la matière. Donc, les ondes mécaniques ne se propagent pas dans le vide. Ils nécessitent toujours un milieu matériel pour propager. Mais les ondes électromagnétiques, elles peuvent se propager dans le vide. Donc voilà la différence entre les deux téléphones, ou bien les deux ondes, ou bien les deux différentes ondes. Dans cet exercice numéro 2, on va voir la diffraction et la dispersion d'une onde lumineuse. Donc, on éclaire une plaque P comportant une fente de largeur A1 par une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 700 nanomètres émise par une laser, puis on place un écran vertical E d'observation à une distance D égale à 1,5 m de la fente. On observe sur l'écran E plusieurs taches lumineuses telles que la largeur de la tache centrale est L1 égale à 3,5 cm. Donc voilà la figure.
Donc on a la fente, voilà la fente horizontale, bien sûr. Voilà les taches lumineuses observées sur l'écran. Voilà la distance entre l'écran et la fente. Voilà la largeur de la tâche centrale et voilà les cas angulaires sur la figure. Donc la première question, donnez le nom du phénomène représenté la figure ci-contre. Quel est le phénomène représenté la figure ci-contre? C'est le phénomène de diffraction. On a la diffraction de la lumière. La deuxième question, quelle est la nature de la lumière que l'expérience mise en évidence? Donc la nature de la lumière, ou bien la lumière à la nature ondulatoire. À la nature ondulatoire. Pourquoi? Parce que la diffraction se caractérise des ondes en général. Ça y est, se caractérise les ondes. Donc la lumière est une onde électromagnétique. La question numéro 3, donnez l'expression de l'écart angulaire. Donc l'expression de l'écart angulaire, par définition, est θ égale à lambda divisé par A. La question numéro 4, trouvez l'expression de A1 en fonction de L1, D et lambda et calculez la valeur de A1. Alors, pour déterminer cette expression, on utilise la figure. Donc, d'après la figure, on a la tangente de l'angle θ égale à L divisé par 2, c'est-à-dire cette distance, la distance entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction, divisé par cette distance qui est égale à grande D. Donc la distance entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction, c'est L divisé par 2. Donc tangente θ égale à L divisé par 2D. Donc voilà l'expression. Et pour les angles petites, toujours on a tangente θ égale à θ. C'est-à-dire que θ égale à L divisé par 2D. Et on a aussi par définition θ égale à lambda divisé par A, c'est-à-dire que lambda divisé par A égale à L divisé par 2D. Et enfin, on peut déduire que A égale à 2D fois lambda divisé par L. Et dans ce cas, on a la fente A1 et la largeur de la tâche centrale L1. Donc on peut écrire A1 égale à 2D fois lambda divisé par L1. Et maintenant, on peut faire l'application numérique. On a la valeur de D qui est égale à 1,5 mètres. La valeur de lambda qui est égale à 700 nanomètres. On multiplie par 10 à la puissance moins 9 pour transformer le nanomètre en mètre. Et on a L1 qui est égal à 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc on obtient que la valeur de A1 égale à 6 fois 10 à la puissance moins 2 mm, ou bien 0,06 mm. Donc voilà la valeur de la largeur de la fente. Maintenant on passe à la question numéro 5. On change la largeur de la fente telle que on l'a réglée sur la valeur A2 égale à 0,03 mm, en conservant le même protocole expérimental et le rayon lumineux. Donc on a la même longueur d'onde et la même distance entre l'écran d'observation et la fente. Donc pour déterminer maintenant la valeur de L2, donc on a d'après la question numéro 4, A égale à 2D fois lambda divisé par L, c'est-à-dire que L égale à 2D lambda divisé par A, c'est-à-dire L2 égale à 2D fois lambda divisé par A2. Ça y est? Et on fait l'application numérique maintenant. On a D égale à 1,5. On a lambda égale à 700 nanomètres. Et on a la valeur de A égale à 0,03 mm. Donc, ce qu'il faut retenir que toujours on utilise les longueurs en mètres. Donc, lorsqu'on a le millimètre ou bien le nanomètre ou bien le centimètre, il faut transformer cette unité à le mètre. Par exemple, on a le centimètre, on multiplie par 10 à la puissance moins 2. Ça y est. Le millimètre, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. Le nanomètre, on multiplie par 10 à la puissance moins 9. Lorsqu'on a par exemple les micromètres, on multiplie par 10 à la puissance moins 6 pour transformer le micromètre en mètre. Donc on obtient que la valeur de L2, la tâche centrale,
dans ce cas égale à 7 cm. Donc lorsqu'on compare cette valeur à la première valeur qui est égale à 3,5 cm, on obtient que, ou bien on déduit que la valeur de la tâche centrale augmente. Ça y est, et on a, par comparaison, on a A1 est supérieur à A2, on a A1 égale à 0,06 mm et A2 égale à 0,03 mm. C'est-à-dire, lorsqu'on diminue la valeur de la fente, la largeur de la tâche centrale augmente, c'est-à-dire la largeur de la fente est inversement proportionnelle à la largeur de la tâche centrale. Donc voilà la réponse de la question 5.2. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cet exercice. On remplace la fente par un prisme en verre de l'indice de réfraction n égale à 1,5 et de l'angle de prisme A égale à 30 degrés. La première question, rappelez les 4 relations de prisme. Donc on a 4 relations de prisme. Les relations de prisme sont sinus l'angle E égale à N fois sinus l'angle R. Ça y est, avec E, l'angle d'incidence de la première face, bien sûr la première face de prisme, et R, l'angle de réfraction à l'intérieur du prisme, et N, l'indice de réfraction. Sur la deuxième côté de prisme, on a N sinus R' égale à sinus E', c'est-à-dire l'indice de réfraction fois sinus l'angle R', l'angle d'incidence sur la deuxième face de prisme, égale à sinus l'angle d'émergence E'. Et la troisième relation est que l'angle de prisme A égale à R plus R'. Et la dernière relation est que la déviation D égale à E plus E' moins A. Alors maintenant la question numéro 2. Quelle est la grandeur qui ne change pas lors du passage d'une radiation de l'air à le verre? Donc la grandeur qu'on ne change pas, ou bien qu'on ne dépend pas au milieu de propagation, c'est la fréquence. Mais la longueur d'onde et la célérité est toujours dépendent du milieu de propagation. Donc voilà la réponse de la question numéro 2. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Le rayon précédent incident verticalement sur la face du prisme. Voilà la figure ci-contre. Donc voilà la figure. Calcule l'angle de réfraction sur la deuxième face du prisme. E'. Déduire l'angle de déviation D. Donc, on utilise la deuxième relation de prisme. On a N fois sinus R' égale à sinus E'. C'est-à-dire sinus E' égale à le sinus moins 1 de N sinus R'. Et on a, d'après la troisième relation, on a A, l'angle de prisme A, égale à R plus R'. Égale à R'. Pourquoi? Parce que l'angle d'incidence égale à 0. Ça y est. Donc, on a le rayon lumineuse incident verticalement sur cette face. C'est-à-dire l'angle compris entre la normale et le rayon incident égale à 0. Et lorsque l'angle d'incidence égale à 0, l'angle de réfraction aussi R égale à 0. Donc, la relation entre A et R' est que A égale à R' dans ce cas. Ça y est. Donc, on peut remplacer R' par A et on obtient que E', l'angle d'émergence, égale à sinus moins 1 de N fois sinus A. On a maintenant la valeur de N qui est égale à 1,5, la valeur de A qui est égale à 30 degrés. Donc, on fait l'application numérique et on obtient que E' égale à 48,6. Donc, voilà la valeur de l'angle d'émergence E'. Ça y est. Maintenant, l'angle de déviation. En général, on a D égale à E plus E' moins A. Mais l'angle d'incidence égale à 0. L'angle compris entre la normale et le rayon lumineux incident égale à 0. Donc, E égale à 0, c'est-à-dire D égale à E' moins A. La valeur de E' égale à 48,6 degrés. La valeur de A égale à 30. Donc, on obtient que la valeur de D égale à 18,6. Donc, voilà la réponse pour la question numéro 3. La dernière question.
Quelle est la nature du rayon émergent lorsqu'on remplace le rayon monochromatique par un rayon blanche? Et quel est le nom du phénomène observé? Donc lorsqu'on remplace le rayon monochromatique par un rayon blanche, on obtient à l'autre côté les rayons de couleurs différentes, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc le phénomène observé, c'est le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Voilà pour ce devoir. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.